Bonjour, merci d'assister à cette émission de Studierama TV consacrée ce soir à l'école polytechnique. Je reçois pour en parler Yves Demey. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de cette école prestigieuse qui a nourri des ambitions fortes en matière d'international, de recherche, d'entrepreneuriat. On croit toujours tout savoir sur Polytechnique et vous allez nous apprendre plein de facettes de cette prestigieuse école, à commencer par une devise qui est propre à l'école et qui n'a jamais été autant tournée vers l'avenir. Quelle est-elle? Pour la patrie, les sciences et la gloire. Et effectivement, je crois qu'elle est tout à fait d'actualité. La patrie, ça veut dire l'intérêt général. Et c'est une des caractéristiques de l'école, de sa formation, de son projet pédagogique, le fait de penser à l'intérêt général, à l'intérêt collectif. Les sciences, avec un S qui a beaucoup de sens, parce que vraiment, cette école s'affirme comme pluridisciplinaire, scientifique, pluridisciplinaire, donc les maths, la physique, mais aussi la mécanique, la biologie, l'économie, la philosophie, la place importante qu'on donne à toutes les cultures, à toutes les facettes de la culture. Et puis la gloire, je crois qu'il faut le comprendre comme la récompense de l'engagement, du projet conduit à son terme. On est très soucieux d'avoir des élèves qui ont envie d'aller, qui ont envie de réussir, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de porter des projets, qui s'engagent, même qui fassent preuve d'une certaine audace. Alors c'est vrai que l'école polytechnique est connue pour son cycle ingénieur. Quelles sont ses spécificités qu'on croit, et surtout ses particularités? Est-ce qu'il la distingue des autres cursus des écoles d'ingénieurs? L'école polytechnique, elle est souvent connue comme une école militaire. Alors c'est vrai, il y a cette dimension dans l'école. Là, je ne suis pas en uniforme, mais ce matin, nous avions une cérémonie des couleurs. On fait une fois par mois à peu près une petite cérémonie pour honorer nos élèves internationaux. Et donc, à peu près au moment de leur fête nationale, on fait une cérémonie des couleurs. Ce matin, c'était Cambodge, Liban, Maroc. Et donc, un groupe d'élèves en uniforme, moi en uniforme, on était là pour cette cérémonie. Donc, ça fait effectivement partie de notre culture, de notre patrimoine, cette dimension militaire de l'école. Quelque part, dans le projet pédagogique, ça se traduit aussi par ce que j'ai évoqué tout à l'heure, sur l'importance qu'on donne au sens, je dirais, de l'engagement, de l'audace et puis à l'esprit d'intérêt général. Concrètement, les élèves qui arrivent, comme à peu près partout, un début de mois de septembre, commencent par 3 semaines de formation militaire. Donc on va les emmener à la Courtine, au plein milieu du centre de la France, un peu coupé de tout, et 3 semaines d'exercices physiques, de marche, de grand air, quelquefois un peu frais et humide, ça peut arriver. Au-delà de ces 3 semaines, il y a ceux qui aiment, et ils sont nombreux, et ceux qui aiment moins, et ceux-là choisissent plutôt pour le stage qui vient après. Parce qu'en fait, il y a un choix pour le stage qui vient après. Après ces 3 semaines de formation militaire initiale, il y a un stage pour lequel il y a un choix entre j'ai aimé et je continue plutôt dans un stage militaire, ou j'ai pas si aimé que ça et j'irais bien faire d'autres choses. Donc dans les stages civils, il y a une variété importante. Alors les stages militaires, ça peut être les pompiers de Paris, ça peut être dans la gendarmerie, ça peut être sur une passerelle dans l'océan Indien, ça peut être dans l'armée de l'air, ça peut être au service militaire adapté. Donc vous prenez des jeunes outre-mer, probablement avec besoin d'apprendre, et puis vous mettez face à eux des gens qui vont leur enseigner, dont des élèves de l'école polytechnique en Nouvelle-Calédonie, au Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion. Ça, c'est tous les stages militaires. Et puis, vous avez les stages civils. Pour bien comprendre, oui. La première année, ils viennent d'entrer à l'école. Ils viennent d'entrer le mois de septembre, formation militaire initiale. Et après, d'octobre à mars, un stage. Un stage de rupture. Donc, qu'est-ce qu'on attend de ce stage pédagogiquement? On attend
Le côté rupture par rapport à, je dirais, ce qui a été appris avant, que ce soit une licence si les gens sont passés par l'université ou les classes préparatoires. Le côté mise en dehors de la zone de confort, c'est-à-dire les jeunes vont être dans une situation qui n'est pas leur situation habituelle. Ils vont avoir, c'est pas des problèmes académiques, c'est des vrais problèmes de la vie quotidienne de tous les jours. Il faut s'engager, il faut quelque part passer aux autres, transmettre, expliquer. Et puis un côté ouverture, ouverture alors soit sur, je dirais, le monde militaire, soit sur le monde civil, dans des associations, des tas d'associations, alors ça, je sais pas, Télé Carmonde, Apprentis orphelins d'Auteuil, l'aide à l'hôpital, des tas de possibilités, ou des possibilités dans les zones d'éducation prioritaire avec les académies. L'objectif, c'est vraiment ce côté rupture d'épaysement, engagement, et qui marque beaucoup. C'est vraiment des choses dont les étudiants, nos élèves, se souviennent longtemps, en reviennent contents. On veille bien sûr à la qualité des stages. Je veux dire, il y a un retour systématique. Ceux qui se passent moins bien, on se demande pourquoi. On essaie d'améliorer l'année suivante. Éventuellement, on remplace ces stages-là par d'autres. Il y a du choix, mais des stages très formateurs. Et ensuite, ils reviennent pour le cursus et donc, voilà, à partir du mois de mars de la première année, retour à l'école, à Palaiseau, pour 6 mois de formation académique, la maths, physique, économie, probablement à partir de l'année prochaine, un peu de biologie, enfin tout ça dans ce qu'on appelle le tronc commun. Et puis dès la deuxième année, un début de, je dirais, d'ouverture, pas mal de choix possibles dans une carte des cours possibles assez vaste. On tient à ce que les gens ne se spécialisent pas d'emblée dans une discipline. Donc c'est pas possible de faire que des maths, ce n'est pas possible de faire que de la physique. On demande aux gens d'avoir plusieurs disciplines, disons 4 parmi 8 au minimum. Ça c'est parce que fondamentalement on pense que les grands problèmes de demain, l'alimentation, la ville durable, le transport, l'énergie, la maîtrise des grands systèmes, enfin tout ce à quoi on peut penser, l'internet, je dirais tous les objets connectés, tout ça ne peut pas se voir avec une seule discipline. Donc on est vraiment convaincu qu'il faut des gens capables d'avoir une certaine vision, un peu d'ensemble, capables de comprendre suffisamment chacun des domaines pour parler avec les spécialistes, et puis d'arriver à faire une synthèse de tout ça et à donner les bonnes orientations dans les réponses techniques et scientifiques aux problèmes de demain. Donc le sens des autres, le sens des sciences, oui. Le sens aussi des autres. En interne, il y a une vie associative prégnante dans votre école, oui. Et très importante. Oui, d'abord extrêmement riche, ça fait partie, je dirais, des chances pour nos élèves. Alors, plus de 200 associations, très très variées, avec des choses plus ludiques, des choses plus engagées, d'action sociale, ou des très belles réalisations. Le forum dans lequel une fois par an on accueille des entreprises, c'est des centaines de stands, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, managés, gérés par l'association étudiante qui s'en occupe. Et puis là je prends cet exemple-là, mais j'aurais pu prendre plein d'autres exemples d'associations étudiantes très très riches. La Coupe du Monde à la voile, l'étape française de la Coupe du Monde étudiante à la voile, c'est organisé par des élèves de l'école polytechnique. Là aussi, une particularité, vous allez nous dire, les premières années défilent-ils tous au moment du défilé du 14 juillet? Alors pour qu'ils défilent tous, il y avait une solution, on y a pensé, puis finalement on ne l'a pas fait, c'était rallonger les Champs-Élysées. Puis on n'a pas rallongé les Champs-Élysées. Alors c'est un peu une plaisanterie, mais c'est vrai que ça fait partie des nombreuses raisons qui font que on est contingenté en nombre d'élèves qui peuvent défiler. Au moment où le président de la République passe les troupes en revue, les gens sont le long du trottoir, et donc la longueur de trottoir qu'on vous a donnée, ça donne à peu près le nombre de rangs que vous pouvez avoir. Et donc ça donne à peu près la place. Et puis il y a aussi la volonté des organisateurs d'avoir un défilé qui ne soit pas non plus pléthorique. Donc effectivement, il y a moins d'élèves qui défilent qu'il n'y a d'élèves à l'école.
bon, on recueille les candidatures et puis à un moment, il faut quand même faire une petite sélection. On essaie d'avoir le moins de déçus possible. Ça n'est pas que les élèves français d'ailleurs, hein. Les élèves internationaux de l'école ont aussi le droit de défiler. Alors ils sont un peu moins nombreux à être volontaires que les élèves français. Peut-être que ça n'a pas forcément exactement le même sens pour eux que pour les élèves français. Et puis aussi parce que, voilà, quand vous défilez pas, vous partez en vacances une semaine plus tôt et c'est quand même... Il n'y a pas que les garçons non plus qui défilent, il y a les filles. Il y a les filles et nous y reviendrons, c'est un volet Oui, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Ça, la place des filles et ce message que j'essaye de passer régulièrement, qui est un message que j'espère ceux qui verront cette émission retiendront, c'est les métiers d'ingénieur, c'est aussi des métiers pour les filles. Voilà. C'est des métiers extrêmement variés, il ne faut pas en avoir l'image, je sais pas, un truc rien que pour les geeks ou les trucs avec de la mécanique pénible face à un modèle informatique. Non, c'est des métiers beaucoup plus ouverts que ça, beaucoup plus variés. Il y a des façons de pratiquer le métier d'ingénieur extrêmement différentes et il y a la place pour tout le monde et surtout pour les filles. Dans des disciplines souvent auxquelles elles sont très attachées, des disciplines de santé et de sciences. Oui, bien sûr. On y reviendra de tout à l'heure. Mais justement, le cycle polytechnicien, contrairement à ce qu'on croit, ne débouche pas que sur les métiers, enfin sur des corps d'État, mais les polytechniciens se placent partout. Oui, alors je dirais dans les grande promesse que nous faisons vis-à-vis de nos étudiants, c'est effectivement cet accès à l'emploi dans de très bonnes conditions. La possibilité de faire son propre projet, des rémunérations intéressantes. Je dirais, la rémunération au premier emploi brut d'un élève polytechnicien sorti d'école, c'est 44 000 €, ce qui est, je dirais, le premier rang en France. Et des débouchés extrêmement variés. Des débouchés pour à peu près 15% des élèves dans la fonction publique, un corps de l'État, pour une grande majorité des élèves dans différents emplois dans le privé, dans l'industrie, et puis aussi des débouchés vers la recherche. Un peu plus de 30% des élèves polytechniciens poursuivent en doctorat, et parmi eux, la moitié après souhaitera continuer plutôt dans de la recherche publique, au CNRS ou dans des universités ou à l'étranger, et l'autre moitié va aller vers de la recherche privée. Alors justement, on le sait rarement, on résume toujours Polytechnique à son cycle polytechnicien. Vous avez d'autres programmes de master, de doctorat, et le volet recherche est extrêmement important. Quels sont les grands domaines d'expertise que vous développez? Oui, donc l'école polytechnique, bien sûr, c'est le cycle polytechnicien, c'est aussi la formation continue, c'est aussi des masters, c'est aussi le doctorat. Et puis surtout, c'est vraiment un lien fort entre toutes nos formations et la recherche, avec un centre de recherche et une place donnée à la recherche très importante. 22 laboratoires, un centre de recherche qui a été, je dirais, classé premier en France par l'impact de ses publications. Alors c'est des Hollandais qui ont fait ce classement, donc on va estimer que c'est effectivement un classement qui n'est pas le nôtre, pour lequel on peut faire confiance à la qualité du classement. 60e à peu près au plan mondial, alors on aimerait mieux être encore mieux que 60e, enfin c'est déjà pas si mal d'être dans le top 100 mondial, et je répète, premier en France. Pour un centre de recherche d'une grande école, et c'est une des caractéristiques de l'école polytechnique. Nous sommes une grande école, mais nous sommes aussi vraiment un endroit où la science a toute sa place, la recherche a toute sa place, et une formation science et technologie. Science et ingénieur. Vraiment, les deux pieds et les deux aspects, je dirais, sont extrêmement importants. Donc ce n'est pas que de la recherche fondamentale, il y a aussi de l'application, il y a toute une variété en fait. Depuis le plus fondamental, nous avons contribué à la découverte du boson de Higgs. Alors pas seul, c'est des choses où on travaille en équipe nombreuse, mais on a effectivement un de nos laboratoires très habitués à travailler avec le CERN, très habitués à travailler sur des questions aussi fondamentales que celle-là. En mathématiques, en physique, on a des choses extrêmement fondamentales. Et puis à l'autre bout, on a des recherches
recherche beaucoup plus finalisée, beaucoup plus proche de l'application, et on apprécie les deux aspects. On a essayé de les structurer dans les domaines dans lesquels on pense apporter quelque chose, et puis on essaye aussi de communiquer sur nos grands domaines de recherche. On a en particulier un truc qui s'appelle les jeux d'X, qu'on peut arriver à trouver d'ailleurs sur Internet si on cherche, et qui permet d'avoir une bonne appréciation de avec ce des qu'on émissions, fait. je crois. Oui, on a à la fois donc le jeudi matin l'occasion de présenter thème par thème les avancées de la recherche, et puis voilà, une certaine retranscription qu'on arrive à en faire sur notre site internet. Alors justement, ce domaine applicatif s'exerce dans le volet entrepreneuriat et innovation, qui est très propre, qui est très prégnant aussi également. Donc, question, les polytechniciens ont-ils vocation à créer des entreprises, ou alors ne sont-ils condamnés qu'à diriger des entreprises du CAC 40? Alors, il y a des polytechniciens qui dirigent des entreprises du CAC 40 et même des grandes entreprises mondiales. Ce n'est pas seulement les entreprises françaises. On est assez fiers d'avoir réussi dans le passé à assurer la formation de ces gens qui sont aujourd'hui aux responsabilités dans beaucoup d'entreprises françaises et des entreprises internationales. On a été classé par Times for Higher Education, on a été classé 4e mondial pour la capacité à fournir des dirigeants des entreprises mondiales du top 500 en termes de chiffre d'affaires. Mais on ne fait pas que ça. Alors d'abord, l'entrepreneuriat, ça n'est pas, je dirais, c'est pas d'hier que ça existe à l'école polytechnique. Je suis quand même un vieux. Aujourd'hui, dans ma promotion, il y a quelques camarades qui se sont associés pour créer une entreprise qui s'appelle Murex, qui est une entreprise, un éditeur de logiciels. Je prends cet exemple-là, il y en a d'autres, qui est un des premiers éditeurs de logiciels français, qui fait quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui est une entreprise mondiale plutôt prospère. Donc ça montre bien que ça existe depuis longtemps. Mais on a voulu, depuis quelques années, lui donner une dimension plus forte, le mettre plus en évidence, et puis on voit aussi plus d'appétence chez les jeunes. Alors, on a des formations, d'excellentes formations à l'entrepreneuriat, une en particulier où les jeunes vont travailler autour de leur projet d'entrepreneuriat, et partie en France, partie aux États-Unis avec Berkeley. On a aussi, je dirais, toute la palette d'accompagnement des entreprises en création, donc depuis, je dirais, l'incubation, l'accélération, le coaching, l'hébergement de start-up, les moyens mis à leur disposition aussi pour du prototypage rapide, des choses comme ça. Tout ça, effectivement, on a voulu le mettre plus en évidence, le créer. On vient là d'inaugurer. Voilà, pas encore vraiment inauguré. Il est sorti de terre en tout cas. On est sorti de terre, on est installé dedans. Le président de la République a visité il y a quelques semaines le Dry X Innovation Center, la fibre entrepreneur Dry X Innovation Center. Oui, c'est un bâtiment d'à peu près 2000 m² pour lequel d'ailleurs Patrick Drahi, un entrepreneur issu de l'école, a souhaité nous aider, nous accompagner et faire une opération de naming. Donc il y a un magnifique Fab Lab avec un équipement technologique. Vous insistez beaucoup sur la technologie. Voilà. Où émergent de très beaux projets, de belles histoires. Vous en avez quelques-unes à nous raconter? Je pourrais en raconter beaucoup. On est entre nous. Voilà, non, mais qu'est-ce que je pourrais raconter? Moi, j'aime beaucoup, par exemple, un projet. Alors, on a, comme tout le monde, des projets, je dirais, plutôt basés sur l'Internet, les nouvelles technologies. C'est dans l'air du temps. Mais on a une dimension peut-être plus forte qu'ailleurs je dirais, d'innovation et d'innovation technologique. Alors, je vais prendre 2-3 exemples. Je sais pas, il y a des jeunes là qui sont en train d'essayer de mettre une nouvelle méthode de stockage de l'énergie, basée sur des idées innovantes de réalisation d'une pompe. Et donc, en fait, quand vous avez trop d'énergie, vous faites tourner la pompe pour comprimer de l'air dans une bonbonne, et puis vous restituez après l'énergie. Donc, si vous avez une pompe à très bon rendement, vous avez effectivement une solution extrêmement compétitive, assez compacte de stockage de l'énergie. C'est vraiment, c'est un des projets. On a tous ceux qui essayent de travailler autour de les protéines, les insectes, ça fait partie de la planète. On a
dans le domaine de la santé, du travail autour des stents. Et je dirais tout le travail, je dirais, de circulation, enfin, à cheval entre la mécanique et la biologie, et comment, je dirais, un stent va perturber, améliorer, arranger la circulation sanguine. Combien de temps faut-il, voilà, qu'est-ce qu'il faut, comment suivre ses effets. Ça aussi, c'est un sujet. Exosquelette pour aider les gens à monter les escaliers. Voilà, enfin bon, il y a une palette importante. Des projets toujours en lien avec le sens des autres. Le sens des autres, des avancées. Et des dizaines de projets. Il y en a beaucoup, oui. Oui, on a souvent effectivement cette image du polytechnicien qui va aller que dans les grandes entreprises. On sent une vraie appétence des jeunes. Alors, pas tous, hein, tout le monde n'est pas fait nécessairement pour ça, tout le monde n'a pas nécessairement l'envie. Et puis il faut aussi des intrapreneurs, des gens qui vont entreprendre à l'intérieur des grandes entreprises. Mais quelques pourcents de nos élèves chaque année se lancent dans la création d'entreprise dès la sortie de l'école. Insuffler l'esprit entrepreneurial chez les futurs dirigeants, c'est bien aussi, oui. C'est le sens des autres toujours. Alors, vous faisiez tout à l'heure le parallèle avec, vous parliez de cet esprit entrepreneurial qui s'exerce aussi à l'international. C'est un volet important, je parle de l'international, un volet important de la formation. Ça c'est pareil, c'est peut-être encore un préjugé qu'on a à résumer, Polytechnique, à la France uniquement, mais vous rayonnez en plan international, vous avez de prestigieux partenariats. Alors quels sont-ils et quelles sont les destinations qui émergent et les partenariats L'école polytechnique est déjà en fait très internationale. Alors d'abord, souvent on dit mais l'école polytechnique n'est pas connue à l'étranger. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire si vous prenez une ménagère dans le Wyoming, il y a des chances pour qu'elle ne connaisse pas l'école polytechnique. C'est même très probable. On ne sait jamais, mais enfin bon, c'est très probable qu'elle ne connaisse pas. Par contre, les employeurs connaissent assez bien. Cet été, par exemple, il y a eu toute une polémique. Alors après, on peut discuter sur les salaires à la City à Londres. Et quand vous voyez que les polytechniciens sont mieux payés que des jeunes sortis d'Oxford ou de Cambridge, c'est certainement la reconnaissance de compétences et de capacités, parce que voilà, je dirais, c'est bien parce qu'ils ont une valeur ajoutée créée qu'ils arrivent à obtenir ces salaires-là. C'est un exemple, je dirais, d'employeurs hors de l'Hexagone qui reconnaissent la qualité et la valeur ajoutée des polytechniciens. Il y en a plein d'autres. Donc, l'école polytechnique, elle est aussi très connue académiquement, internationalement, dans beaucoup de pays, au Brésil, en Chine, aux États-Unis. L'école polytechnique est connue et reconnue. Alors ce n'est pas non plus le fruit du hasard, c'est d'abord le fruit, je dirais, de l'excellence de l'école, de la qualité de ses élèves, de ses formations, de sa recherche. C'est aussi le résultat de nos partenariats. Alors on a beaucoup de partenaires, quelques centaines, 200, 300 partenaires, et puis on en a quelques-uns avec lesquels on fait plus. Alors aux États-Unis, Caltech, on est les seuls à ma connaissance à avoir, je dirais, une reconnaissance par Caltech d'une année de formation dans un master de l'école politique comme valant une année de formation à Caltech. Ils ont l'habitude de considérer que ce qui se fait en dehors de chez eux ne vaut pas ce qui se fait chez eux. Là, on a un accord signé avec eux pour lequel ils ont reconnu. Mais aussi, Berkeley, je l'évoquais tout à l'heure, un accord avec Columbia très fort. Et puis, voilà, je pourrais parler du MIT, je pourrais parler de quelques autres partenaires. En Amérique du Sud, principalement le Brésil. En Asie, Singapour et la Chine, mais aussi, je dirais, des contacts, une connaissance au Japon, en Corée, honnêtement un peu moins l'Inde. L'Inde est un grand pays un peu compliqué pour nous, Russie, avec des partenaires excellent, et puis une présence en Europe qu'on aimerait développer objectivement. On considère qu'il y a moyen d'être plus connu et plus reconnu en Europe que ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est déjà bien. Également l'Afrique ?
Alors l'Afrique, c'est effectivement à la fois une dimension historique, je l'évoquais tout à l'heure, les couleurs de ce matin. Le Maroc est un pays, je dirais, très marqué par la formation polytechnicienne. Il y a beaucoup de Marocains qui ont été formés à l'école polytechnique et une vraie interaction, je dirais, entre la communauté polytechnicienne et le Maroc. Mais au-delà, je dirais, de cette dimension historique, on a entrepris de faire un effort important je dirais, de promotion vers l'Afrique, alors avec différentes formes. La première d'entre elles étant la formation à distance. Vous savez qu'on a été, je dirais, dans les pionniers français de ce qu'on appelle les MOOC, ou les formations en ligne ouvertes à tous. Donc, mettre nos cours, nos enseignements, les diffuser en ligne, en français, vers un public très large, et on pense beaucoup effectivement à des auditeurs ou à des spectateurs africains. Et puis aussi des partenariats dans un certain nombre de pays, alors Tunisie, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, j'ai l'impression d'en oublier un peu, dans lesquels on veut effectivement faire plus, en étant plus présent, les aidant, les accompagnant dans leur propre développement sur place. C'est le réseau d'excellence des sciences de l'ingénieur de la francophonie que vous avez rejoint récemment. Alors on vient de rentrer effectivement dans un réseau qui s'appelle Récif, qui est ce réseau d'excellence et qui est très orienté effectivement au développement de la francophonie. Alors pas seulement en Afrique, c'est aussi la francophonie en Asie ou aux Amériques, mais effectivement il y a une dimension africaine forte. Et puis, un autre préjugé, on croit qu'on entre à Polytechnique que par les classes préparatoires, que via les classes préparatoires, souvent prestigieuses d'ailleurs, étoiles. Eh bien non, vous avez ouvert votre recrutement alors à des universitaires, et encore une fois, je ne résiste pas à l'envie de vous revenir sur le volet des filles. Donc ce recrutement universitaire, qui était un peu marginal, qui commence à prendre un petit peu d'ampleur quand même. Oui, alors on tient beaucoup en fait à la variété des profils, des cultures, des origines. On a quelques règles, je dirais, on ne va pas déroger aux exigences d'excellence, que ce soit dans la formation du cycle polytechnicien, que ce soit dans les masters, que ce soit dans le doctorat, c'est toujours, je dirais, une exigence posée, mais une fois, je dirais, je ne veux dire pas par le plaisir qu'on pose cette exigence, c'est pas par snobisme, c'est parce que fondamentalement, dans la compétition internationale, je dirais, des gens d'excellente qualité et bien formés, c'est vital. C'est vital pour la France, c'est vital pour les employeurs, c'est vital pour la compétitivité, c'est vital pour l'innovation. Et nous, on croit fondamentalement que c'est l'innovation qui apportera la prospérité. Donc, il nous faut des gens entreprenants, engagés, innovants, et divers. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on aimerait avoir plus de filles, et je crois qu'il faut vraiment que les jeunes filles qui écouteront se disent, et puis propagent, les garçons peuvent propager l'idée, les écoles d'ingénieurs, pour les filles, c'est une bonne idée. L'école polytechnique, c'est aussi une bonne idée. Des recrutements qui restent majoritairement à l'issue des classes préparatoires, mais effectivement une volonté d'ouvrir plus à des étudiants ou étudiantes passés par un début d'études à l'université. Donc, après une licence universitaire de sciences, vous pouvez candidater pour rentrer à l'école polytechnique. On a décidé d'augmenter de 25% le nombre de places. Donc là, c'est un peu un scoop, puisque c'est une décision extrêmement récente. On a décidé d'augmenter de 25% le nombre de places. Alors, ça reste des volumes qui restent aujourd'hui encore un peu limités, mais je pense qu'on va continuer dans ce sens d'avoir toujours le plus de places. Là, on est passé de 18 à 23 places. Bon, 23 places, ça donnera chaque année, et puis je répète, ça a vocation à continuer à augmenter, ça donnera chaque année à des jeunes gens, des jeunes filles, des possibilités de rentrer à l'école polytechnique pour y faire des études riches. Et puis je crois aussi qu'il faut passer un message, peut-être des universitaires qui écoutent. C'est du gagnant-gagnant.
C'est-à-dire que ça n'est pas l'idée que l'école polytechnique va aller piller ce qu'il y a de mieux dans les universités. C'est vraiment aider en partenariat avec l'université, et on a signé des partenariats avec certaines universités, sur cette idée qu'on peut très bien commencer par une licence universitaire, venir faire, je dirais, la phase maîtrise par la formation polytechnicienne. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, on a plus de 30% de nos étudiants qui poursuivent en doctorat. Et la plupart font leur doctorat ailleurs qu'à l'école polytechnique. Il y en a très peu qui restent en doctorat à l'école polytechnique. Et donc revenir en doctorat dans des laboratoires universitaires, et c'est voilà, une circulation qui peut convenir à tout le monde, qui peut à la fois, je dirais, convaincre les jeunes Françaises et Français que ça a du sens d'aller faire des études à l'université, qui peut donner, je dirais, aux excellents enseignants, parce qu'il y a d'excellents enseignants dans les universités, je dirais, cette respiration entre une formation initiale et la phase recherche ultérieure, et puis qui peut permettre de passer par l'école polytechnique, qui est quand même encore et toujours à la fois un gage d'excellence, d'employabilité, et l'accès aussi à, je dirais, l'aide, le réseau que peut apporter l'école polytechnique. Comme quoi, on a plusieurs trajectoires pour entrer dans les écoles d'ingénieurs. Polytechnique ne déroge pas à la règle. Je reviens à Anne Chopinet. Oui. On est quelques années auparavant, elle est la première femme à avoir porté le drapeau, être major de promo, comme quoi les filles sont excellentes. Voilà. C'est une proportion encore faible pour vous ou Oui, bien sûr, trop faible, trop faible. On essaye de comprendre, hein, on essaye de voir. On a aujourd'hui beaucoup travaillé sur deux questions qui sont séparées, hein, c'est deux choses différentes, mais enfin bon, deux quelque chose qui nous tracassent, hein, qui sont le pourcentage de filles et le pourcentage de boursiers. On a quand même encore un recrutement majoritairement par les classes préparatoires. Quand vous regardez en classe préparatoire, il y a à peu près 30% de boursiers, il y a à peu près 30% de filles. À l'inscription au concours, il y a à peu près 30% de boursiers, il y a à peu près 30% de filles. Et pourtant, on a dans l'école moins de 20% de filles, moins de 20% de boursiers. Alors qu'est-ce qui se passe? On a regardé. Alors il y a les idées fausses, hein, ça n'est pas à l'oral, ça n'est pas sur les épreuves de français, ça n'est pas sur les épreuves de langue que ça se passe, c'est beaucoup sur les épreuves scientifiques à l'écrit. Alors ça, bon, à l'école polytechnique, on n'est pas prêt à lâcher les mathématiques, donc là, on a un petit problème. Donc, on a beaucoup regardé. Alors, on a plusieurs pistes pour améliorer les choses, hein, des idées. D'abord, je crois qu'il y a chez les filles un effet un peu d'autocensure. L'école polytechnique, c'est pas fait pour moi, je vais pas oser, je vais pas le tenter. Alors, je le dis très clairement aux filles, si l'école polytechnique, 100% des admis à l'école polytechnique ont tenté le concours. Et donc, il faut pas hésiter à tenter le concours. Après tout, c'est quand même un concours qui coûte pas cher, hein. L'écrit, c'est 100 €. Alors, c'est vrai, 100 €, bon, il faut les... Voilà, au moment où on s'inscrit. Enfin bon, ça reste le concours pour lequel l'inscription à l'écrit est la moins chère, hein, puisque c'est 100 € pour, je dirais, toutes les écoles qui passent du concours, donc aussi les écoles normales, aussi le SPCI. Oui, c'est le concours faut tenter, en fonction des filières de prépa, oui. Faut tenter le concours, faut s'y préparer. Il faut s'y préparer, donc pas s'être dit toute l'année non, c'était pas possible, voilà, et je suis persuadé qu'on peut avoir plus de filles qui réussissent, parce qu'on regarde en fait leur réussite dans d'autres concours, et on se dit, mais enfin franchement, elle aurait pu venir, elle aurait pu réussir chez nous, c'est dommage. Pour les élèves de classe préparatoire, c'est un petit peu plus compliqué l'analyse. On a travaillé là-dessus, et en particulier un élève avec un sociologue a fait un travail de recherche sur la question. Et un des trucs qui apparaît, c'est que c'est difficile pour un élève boursier d'être dans les meilleures classes préparatoires. On a la chance d'avoir des classes préparatoires excellentes qui préparent très très bien leurs étudiants pour réussir le concours d'école polytechnique. Toutes les écoles préparatoires ne préparent pas pour l'école polytechnique. Certaines pensent que c'est pas raisonnable, c'est pas accessible. Et puis vous avez aussi un effet de groupe dans une classe qui peut entraîner ou pas. Si vous êtes boursier au lycée et en province, vous allez probablement avoir du mal à être pris dans les toutes meilleures classes préparatoires pour des questions de place internat. C'est pas parce qu'il y a discrimination, mais c'est parce que voilà, il y a des contraintes, puis ça coûte un petit peu plus cher. Donc là, c'est un des sujets sur lesquels on travaille pour voir si on ne pourrait pas collectivement essayer de mettre en place collectivement, je dis avec d'autres écoles d'ingénieurs probablement, et bien sûr avec des lycées, mettre en place une offre un peu plus forte
destiné à permettre aux meilleurs boursiers, effectivement, d'avoir la meilleure formation classe préparatoire et donc d'avoir le maximum de chances de rentrer dans les meilleures écoles d'ingénieurs et en particulier à l'école polytechnique. Et les meilleures formations ne sont pas forcément localisées à Paris, mais partout aux quatre coins de l'Hexagone, dans les très bonnes classes préparatoires. Oui. Écoute, cette émission touche à sa fin. Yves Demey, je vous remercie infiniment de nous avoir présenté cette prestigieuse école. J'espère que vous avez découvert d'autres facettes. MIBA a certaines idées reçues. Les filles, vous êtes attendues. Le message est passé. Les universitaires aussi. En Absolument. tout cas, à très vite sur ce plateau Studyrama TV pour une autre émission. Et merci à vous de l'avoir suivi.